Michel Delpont, vous êtes député de la Dordogne, vous êtes président du groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée nationale. Alors dites-nous un peu, quelle est la vision politique? Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs de l'Assemblée aujourd'hui sur les sujets de l'hydrogène? Et quel est l'engagement politique que vous avez envie de nous faire passer aujourd'hui? Alors effectivement, depuis 4 ans, ça a bien évolué, puisque je m'intéresse à l'hydrogène depuis mon élection et Philippe en est témoin. Pendant 2017-2018, disons, on a construit, et depuis 2019, 2020 et maintenant 2021, véritablement, c'est la montée en puissance de la filière hydrogène. Alors, sur le plan politique, effectivement, nous avons agi à différents niveaux. Pour ma part, j'ai créé ce groupe d'études sur l'hydrogène en mars 2019. 60 députés qui m'ont suivi immédiatement, de tous bords d'ailleurs. C'est intéressant parce que c'est un sujet qui n'est pas clivant sur le plan politique. Tout le monde est favorable et ça c'est important. D'ailleurs, ensuite, on avait fait une tribune dans le JDD. Il y avait quasiment 150 parlementaires qui avaient signé pour justement avoir un budget dimensionné, ce qu'on appelle la massification de l'hydrogène. Et c'est comme ça qu'on a obtenu en septembre 2020 ce fameux budget de 7,2 milliards d'euros, plus 1,5 milliard pour l'Airbus, et donc un véritable budget de développement pour la mission que nous avons. Et la mission, c'est le président de la République, il a annoncé la semaine dernière, c'est de dire que la France veut être leader mondial de l'hydrogène. Et ça, c'est quand même un message important, et on s'en réjouit parce que nous avons une richesse de start-up dans l'hydrogène, nous avons un savoir-faire, nous avons des technologies et des innovations avant-gardistes. Il faut les garder, il faut les conserver, il faut les développer. Et ce budget qui va nous permettre justement de le faire. Le président de la République d'ailleurs a mis l'hydrogène en numéro 2 dans les 30 objectifs de 2030. C'est quand même important. Et quand on regarde bien ces 30 objectifs, l'hydrogène concerne presque la moitié de ces objectifs en matière de développement. Donc, être leader sur l'hydrogène, c'est donc avant tout avoir des emplois industriels, être sur l'amont de la filière, être à la fois sur la production des appareils, des équipements. Avant tout, c'est zéro émission chimique et sonore, je précise. Ça, c'est quand même important. Donc, ce zéro émission, il y a plusieurs façons de l'avoir. C'est par l'électricité verte. Et donc, il y aura le match avec la batterie, mais l'hydrogène a d'autres vertus, c'est-à-dire l'autonomie, le temps de recharge, imbattable par rapport à la batterie. Donc là, on sait que l'hydrogène est gagnant. Et une vertu supplémentaire dont on ne parle pas assez souvent, c'est le stockage. Parce qu'en fait, l'hydrogène c'est le seul vecteur énergétique qui permet de stocker de l'électricité et de l'énergie. Et ça, on va le démontrer d'ailleurs avec le nouveau plan qui a été évoqué, avec l'hydrogène vert ou l'hydrogène bas carbone. Donc, ça, c'est l'enjeu zéro émission. Après, derrière, effectivement, la filière va créer des emplois. On considère qu'il va y avoir 200 000 emplois de créer. L'hydrogène touche une centaine de nouveaux métiers. Et là, je m'adresse aux jeunes aujourd'hui de s'orienter vers l'hydrogène parce que, justement, on a de grands besoins d'ingénieurs qualifiés. Et donc, je pousse aussi, sur le plan politique, que les grandes écoles montent des filières hydrogènes. J'ai vu les arts et métiers, j'ai vu les mines, j'ai vu l'université de Bordeaux, qui est ma région, pour créer des campus connectés, parce qu'en fait, ça permet aux étudiants de faire leurs études à partir de leur territoire. Et ça, c'est très important, également pour aller plus vite pour ces formations. Donc voilà, il y a des besoins considérables sur l'hydrogène. Des industries, alors à 3 niveaux, l'hydrogène touche l'économie, c'est-à-dire la fabrication de l'hydrogène, électrolyseur, pile à combustible, réservoir. Ça, c'est la construction, on va dire, pour simplifier. Ils sont là, hein, tous, Symbio, etc. Ensuite, les usages, ils sont là aussi, c'est-à-dire toutes les mobilités, du vélo à la voiture en passant par le camion, la benne à ordures, donc le bateau, l'avion demain. Ça, ce sont les usages. Mobilité, après vous avez les usages industrie. On n'en parle pas aussi beaucoup, mais l'industrie doit se verdir, c'est-à-dire l'acier, le ciment,
les plastiques, les engrais azotés, tout ça c'est fait avec de l'hydrogène gris aujourd'hui. 800 000 tonnes aujourd'hui qui sont utilisées d'hydrogène gris à partir de fossiles. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a 15 jours, j'ai visité une usine chez Lafarge. Bon, il y a un travail considérable, des investissements considérables à faire. Donc tout ça, ça va créer des emplois. Et ces emplois, il faut les garder. Il faut le faire en France. Il faut le construire. Et ça, c'est la nouvelle politique du gouvernement, c'est de relocaliser les productions et d'aller vers une autonomie. Une autonomie industrielle, une autonomie énergétique. Et je termine sur l'amont, les énergies renouvelables. Pour faire de l'hydrogène vert, il nous faut des énergies vertes. Donc c'est l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, l'hydroélectrique qu'on oublie souvent et qu'on a en France et qu'on peut réhabiliter, qu'on peut développer, et la géothermie pour ceux qui ont la chance d'en avoir. J'ai discuté tout à l'heure avec un Islandais. En Islande, la géothermie est à disposition. Ils ont la chance d'avoir, c'est un petit pays de 370 000 habitants, mais ils ont la géothermie, ils ont l'énergie quasiment gratuite. Et d'ailleurs, je salue monsieur l'ambassadeur qui est là aussi, qui est en visite aussi du Danemark. Voilà. Merci monsieur le député. Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour les indicateurs que vous allez suivre concernant cette vision politique dont vous venez de nous faire part. Alors juste à côté de vous, vous avez monsieur Wang Bui qui est coordinateur de la stratégie nationale, qui est également coordinateur double casquette de la décarbonation de l'industrie. Tout ça au secrétariat général à l'investissement, rattaché directement auprès de Matignon. Alors, qu'est-ce qu'on met concrètement sur la table comme moyen pour transformer cette vision politique en une réalité industrielle, économique et, comme je le disais tout à l'heure, sociale? Alors concrètement, l'État a mis 7 milliards, c'est ce qu'a dit M. Delpont. 7 milliards pour décarboner en fait la mobilité lourde et aussi décarboner l'industrie. On estime que le recours à l'hydrogène décarboné permettra peut-être d'économiser d'ici 2030 jusqu'à 6 millions de tonnes de CO2. C'est à peu près 350 000 voitures à essence, les émissions annuelles de 350 000 voitures à essence. Alors, il y a un deuxième enjeu que M. Delpont a souligné, c'est la création d'une filière industrielle française. La France, dans ses laboratoires publics, dans ses établissements de recherche, réalise des travaux depuis très longtemps sur l'hydrogène. Donc, il s'agit de valoriser ses savoir-faire, ses compétences de nos laboratoires, de nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit des start-up ou des entreprises plus établies. Et l'objectif, c'est de créer jusqu'à 150 000 emplois d'ici 2030. Alors, la France a fait quand même le choix d'un développement particulier, je pense qu'il faut le dire, c'est d'installer une capacité d'électrolyse en France de 6,5 gigawatts d'ici 2030. Alors, c'est un choix que tous les autres pays n'ont pas fait. C'est un choix qui est propre à la France, qui est lié à sa volonté de sortir des hydrocarbures et à avoir une certaine indépendance et autonomie énergétique. Donc ces 6,5 gigawatts, comme ordre de grandeur, c'est 7 tranches nucléaires, ou bien encore c'est toutes les capacités d'énergie renouvelable nouvelles installées en France pendant 3 ans. Donc c'est quelque chose de considérable. Et d'ailleurs, le rapport récent de RTE 2050 fait une place importante effectivement à l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, mais aussi en tant qu'utilisateur de l'électricité. Alors ces 7 milliards, elles se décomposent donc en 4 milliards que nous mettons pour le déploiement des électrolyseurs. Donc il s'agira donc de faire des compléments de tarifs pour soutenir l'offre de production d'hydrogène, puisque l'hydrogène décarboné aura un surcoût par rapport à l'hydrogène carboné, entre guillemets, produit à partir du gaz naturel. Donc il faudra compenser ce surcoût pour permettre à cet hydrogène de se développer. Donc nous mettons 4 milliards dans des dispositifs d'appel d'offres qui seront lancés donc, en 2022. Nous mettons évidemment aussi de l'argent dans la recherche et développement, qui soit au niveau du laboratoire, donc à bas TRL, on va dire, ou qui soit des projets de briques technologiques ou démonstrateurs pour les entreprises. Donc c'est l'appel à projet, notamment briques technologiques et démonstrateurs, qui est opéré par l'ADEME. Donc le point d'entrée, c'est l'ADEME. Donc ça, c'est 350 millions d'euros. Nous mettons aussi 275 millions d'euros
pour déployer dans les territoires les projets hydrogène, les territoires qui souhaitent se doter d'électrolyseurs, de stations de recharge ou qui souhaitent se doter donc, de véhicules à hydrogène, hein, que ce soit des bus, des cars, des bennes à ordures ménagères, des véhicules utilitaires. Donc tout ça, l'État prend une partie, subventionne une partie des CAPEX, hein, donc des investissements de la part des collectivités. Voilà les grandes lignes. Et effectivement, M. Delpont a aussi souligné que récemment, M. Macron, donc, dans le cadre de France 2030, a annoncé un renforcement de la stratégie d'hydrogène qui devrait recevoir plusieurs milliards supplémentaires pour soutenir notamment des projets très structurants qui sont les projets IPCEI, hein, qui devraient doter la France de gigafactories à la fois d'électrolyseurs, dans le domaine de la mobilité, d'équipements pour la mobilité, mais aussi des grands projets de décarbonation d'industrie qui sont les cimenteries, les aciéries, les raffineries. Voilà, donc tout ça, c'est des moyens supplémentaires pour lancer vraiment la filière, cette filière en France, à la fois d'offres d'équipements, mais aussi pour aider nos entreprises plus traditionnelles à se décarboner. Bien évidemment, vous ne pouvez pas donner de chiffres. On peut espérer dépasser les 10 milliards pour soutenir la filière. 3-4 milliards supplémentaires. Alors, au jour d'aujourd'hui, effectivement, la France a un budget qui est équivalent vraiment aux budgets les plus importants de nos voisins allemands, hein, qui ont mis 9 milliards, de nos amis espagnols, qui sont pas loin donc, des 9 milliards, et on est à un niveau comparable, voire supérieur. Donc vraiment, c'est en Europe que ça se passe désormais. Hein. Les premiers marchés, c'est en Europe. Et les premiers budgets de soutien au développement de la filière, c'est en Europe. Et donc vraiment, l'Europe, c'est le lieu où il faut être en ce moment quand on parle d'hydrogène. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez installer 6,5 gigawatts d'électrolyseurs. On a déjà 17 gigawatts d'éolien, pratiquement 13 gigawatts de photovoltaïque. Finalement, on peut faire de l'hydrogène vert, au-delà de l'hydrogène décarboné. Alors, donc, la France soutient les deux hydrogènes, les deux types d'hydrogène. Que ce soit l'hydrogène décarboné, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir du mix électrique français, qui est un mix électrique très décarboné, hein, grâce notamment à l'apport du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais la France soutient aussi effectivement le développement de l'hydrogène produit à partir donc, des énergies renouvelables. Donc ça, c'est un choix à faire de certaines collectivités et des entreprises. La France donc, soutient les deux types d'hydrogène, décarboné ou renouvelable, voilà, avec ces dispositifs. Merci. Alors Philippe Boucly, vous êtes président de France Hydrogène. La volonté politique s'est exprimée, les moyens ont été mis sur la table. Est-ce que la France se donne les moyens de son ambition? On est passé des millions, des 100 millions du plan Hulot à 7,2 annoncés officiellement aujourd'hui qui pourrait dépasser les 10 milliards. Est-ce qu'on va y arriver avec ça? En tout cas, l'hydrogène est vraiment très haut placé dans l'agenda gouvernemental. Wang Bill et Michel l'ont rappelé, dans les 10 objectifs du président de la République, entre les 3 qui sont consacrés à l'énergie et 2 à la mobilité, sur les 5, donc pour un total de 12 milliards d'euros, l'hydrogène est partout. Et en plus, il y a des objectifs transverses sur la formation, 2,5 milliards d'euros, où on pense aussi que l'hydrogène sera présent. Donc l'hydrogène est très haut placé. Alors combien ça fait exactement ? Là, je dois dire, je sors mon joker, je ne sais pas dire si c'est 7,2, 8, 10. Et néanmoins, j'insiste là-dessus, c'est quand même, on le constate. Et ce changement, il est récent, il est de l'ordre de... Alors c'est dû disons, à la poussée de tous les acteurs, et notamment des députés et des sénateurs. Mais ce changement, il date de 2019. Moi, je mets ça au moment où le président de la République a fait une conférence de presse sur le pacte productif. Et à partir de là, disons, les choses ont décollé. Il y a eu vraiment une prise de conscience que l'hydrogène pouvait être un élément clé dans la lutte pour le changement climatique, pour la qualité de l'air. Et fait nouveau également pour réindustrialiser. Et là, on a été très aidé, si j'ose dire. Enfin, on s'en serait bien passé, mais le Covid a montré aussi qu'on avait des faiblesses en matière de souveraineté économique, de souveraineté technologique. Et l'hydrogène est un moyen de se renforcer sur ces domaines.
Alors ce que nous avons fait, ce qui est important à noter aussi, c'est que au-delà de l'intention, au-delà de la volonté, au-delà des moyens financiers qui sont alloués, on a une gouvernance. On a un coordinateur interministériel là, qui est là, placé au niveau du Premier ministre, donc qui a quand même, je dirais, le pas sur les autres ministères. Et c'est très important. Il faut voir que le ministère de l'économie était concerné, le ministère de la transition écologique, le ministère du commerce extérieur, le ministère des transports, je vais en oublier, le ministère de l'agriculture d'une certaine façon. Enfin bref, il y a un grand nombre, la recherche, l'enseignement également. Et je pense qu'avec la formation, le ministère de l'Éducation nationale va également être concerné. Donc c'est vraiment, ça touche vraiment tous les ministères. Donc on a ce coordinateur interministériel et on a également le Conseil national de l'hydrogène. C'est réuni la première fois le 25 février. Et moi, j'ai proposé, et ça a été accepté, que nous fassions une feuille de route. Comment atteindre finalement l'objectif de 6500 MW à l'horizon 2030. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur, actuellement, on a 3 MW. Et il va falloir atteindre 6500 MW à l'horizon 2030. Donc un facteur 2000 en 30 ans, ce qui est considérable. Donc nous avons fait une étude très fine des besoins et nous avons sorti cette étude que vous pouvez trouver sur le site de France Hydrogène, qui montre que l'hydrogène va se développer d'abord et massivement dans des bassins, 7 bassins autour des ports, la vallée de la Seine, la vallée du Rhône, les zones frontières avec l'Allemagne, frontières avec l'Espagne. Et ça va concentrer 85% des besoins en hydrogène. Mais le reste du territoire ne va pas être une zone blanche, ça va être couvert par des projets de mobilité, probablement d'envergure moindre, mais qui seront probablement également alimentés directement. L'hydrogène sera fait sur place par électrolyse. Donc ce chemin, il est tracé. Je dirais que maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Nous voyons il y a 3 défis à relever. Premièrement, ce qui freine vraiment, c'est le coût. Tous ceux qui ont touché de près ou de loin des projets hydrogène voient que les coûts sont quand même très élevés, sont encore très élevés. Et c'est complètement naturel pour une technologie émergente. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est... Vous parlez des coûts au kilo d'hydrogène, comparé à l'hydrogène gris. Au final, c'est le coût de l'hydrogène produit, mais en amont, c'est le coût de tous les composants. Si vous voulez acheter un véhicule à hydrogène tel qu'il est à côté, là, le Master, c'est 2 à 3 fois le prix d'un véhicule thermique. Et tout est comme ça. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Parce que les productions sont quand même encore très confidentielles. En matière de véhicules à hydrogène, en France, vous avez 400 véhicules à hydrogène, 400 qui roulent, et ça fait 10 ans qu'on y travaille. Ce qu'on vise, c'est 450 000 à l'horizon 2030. Donc les coûts sont élevés et une des solutions pour baisser les coûts, c'est évidemment de continuer la recherche, le développement. Il y a encore des progrès à faire, mais l'essentiel des baisses de coûts va venir de la massification, de l'industrialisation, de la production en série, de façon à faire baisser les coûts drastiquement, comme on l'a vu pour d'autres technologies, les écrans plats, les panneaux solaires, etc. Autre challenge, la réglementation qui doit évoluer et suivre. Également, alors ça a été également vu au sein du Conseil national de l'hydrogène. Quand vous touchez à l'hydrogène, enfin quand vous voulez dans cette direction, très souvent la réglementation n'existe pas. Soit elle n'est pas adaptée, soit elle n'existe pas. Donc on compte sur les parlementaires, les ministères pour adapter. Donc France Hydrogène est en relation avec le ministère de la Transition écologique pour justement faire un peu le panorama de tous les textes qui sont à mettre au point ou mettre à jour. Et ça, on se fixe comme calendrier d'être prêt d'ici la fin du premier semestre 2020. Tout ça pour débloquer pour avancer plus vite pour débloquer les projets, avancer plus vite en matière de développement de projets. Autre challenge, vous nous avez dit 3 challenges. 3 challenges. Le deuxième challenge, la réglementation en est un aussi, mais je dirais c'est un travail à faire. Il n'y a rien de trop difficile. Deuxième challenge, c'est la neutralité technologique. C'est-à-dire qu'en France, on a mis l'accent sur l'électrolyse, et c'est très bien, puisque c'est une technologie mature qui permet rapidement de produire des grandes quantités d'hydrogène.
Et Hoang l'a rappelé, et Michel également, et électrolyse avec toute électricité décarbonée, hydraulique, nucléaire, renouvelable. Là, il y a un combat au niveau bruxellois, c'est-à-dire qu'au niveau bruxellois, le nucléaire n'a pas bonne presse. Donc il y a un combat à mener de façon à ce que cette électricité bas carbone, je suis désolé, l'ennemi c'est pas le nucléaire, l'ennemi c'est le carbone. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc il y a toutes les énergies, il y a des risques. Il y en a dans le nucléaire comme il y en a ailleurs. Mais porter au niveau bruxellois ce message que l'électricité nucléaire est aussi valable que l'électricité renouvelable. D'autant qu'en matière de renouvelable, la ressource n'est pas infinie. Je vous prends l'exemple des Allemands, Hoang l'a cité rapidement. Les Allemands ont mis 9 milliards dans leur stratégie. Sur les 9 milliards, ils mettent 2 milliards pour des coopérations avec des pays voisins de l'Europe, de façon à aller développer des champs renouvelables hors d'Europe pour produire de l'électricité renouvelable et donc de l'hydrogène renouvelable hors d'Europe, et ensuite de le ramener chez eux. Bon, donc même les Allemands qui sont en avance sur le renouvelable voient qu'il y a une limite. Donc nous, c'est encore pire. Je rappelle qu'en matière d'éolien offshore, on a une éolienne. Certains sont à 10 gigawatts, nous on a une éolienne. On a une éolienne de 2 mégawatts qui tourne effectivement sur une plateforme flottante, mais on va bientôt avoir le parc de Saint-Nazaire. Alors, neutralité technologique, ça veut dire aussi utiliser d'autres sources. Il y a des installations de vaporéformage. Si on leur adjoint des installations de captage et de séquestration du CO2, on peut également avoir de l'hydrogène à bon marché. Et on arrive aux 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Alors voilà, comme moi le Bruxelles. je bannis toute forme de couleur. Je ne suis pas daltonien, mais le vert, le bleu, le jaune, le rose, non. Le rose. Certains disent que le nucléaire, c'est rose. Bon. C'est jaune le nucléaire, yellow cake. Vous avez l'hydrogène vert à partir des renouvelables, vous avez l'hydrogène jaune à partir du nucléaire, le gris vaporeformage et le bleu CCS. En fait, ce qui est correct, c'est ce qui a été décidé dans l'acte délégué sur la taxonomie verte. C'est-à-dire que si vous arrivez à produire de l'hydrogène à moins de 3 kg de gaz carbonique par kilo d'hydrogène, c'est vertueux, et au-delà, ça ne l'est pas. Donc ce seuil de 3 kg est important. Donc je disais de façon. La troisième façon qu'il ne faut pas oublier, c'est il y a une façon de faire de l'hydrogène renouvelable, c'est à partir de la biomasse. Et vous avez ici des sociétés qui sont capables de faire cet hydrogène à partir notamment du bois, par la thermolyse du bois, par la pyrogasification. Vous pouvez faire cette production d'hydrogène. Donc il y a d'autres façons. Vous pouvez également faire de la pyrolyse du méthane qui permet de faire de l'hydrogène et du carbone black. Troisième challenge. Et le troisième challenge, c'est de contribuer à la réindustrialisation. C'est-à-dire, et là aussi, il y a une foule, enfin, on voit, il y a une foule de possibilités. Donc nous allons nous attacher à réindustrialiser, c'est bien, mais il faut vraiment mesurer. Il ne faut pas que les produits arrivent en France venant de certains pays d'Asie. On met l'étiquette Made in France et on s'en tire comme ça. Donc on va mettre au point une méthodologie de façon à définir ce que c'est que le contenu local et qu'on ne nous raconte pas d'histoire, que ce soit vraiment produit en France avec une garantie origine France garantie, enfin quelque chose de ce type-là. Et il faut également travailler sur les compétences. Donc là aussi, vous pouvez trouver sur notre site, France Hydrogène a fait un référentiel des métiers, a identifié 84 métiers qui sont dans la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et dans ces 84 métiers, certains sont déjà en tension, mais ils sont en tension même sans hydrogène, ils sont en tension. C'est-à-dire le soudeur est un agent très rare, le technicien de maintenance est un agent très rare, le chef de projet, enfin, il y a un certain nombre de métiers, il y en a 17 comme ça qui sont identifiés. Et ça va constituer une bonne base pour nous permettre ensuite de faire un panorama de l'ensemble des formations qui existent, de façon à combler les trous. Et puis également, pour certaines formations, à les colorer à l'hydrogène, c'est-à-dire leur apporter un certain nombre de modules qui complètent les stages, enfin les formations actuelles et permettent aux opérateurs d'être immédiatement opérationnels dans le domaine de l'hydrogène. Merci Philippe Boucli.
Monsieur le parlementaire, est-ce que vous vous y retrouvez? La filière se structure, la filière s'organise. Qu'est-ce que vous allez surveiller de près maintenant? Pardon? Qu'est-ce que vous allez surveiller de près Ah. maintenant? Pas de problème. Pour l'instant, la filière est dans l'ordre de marche. Ça, c'est formidable. Ça s'est fait en quelques mois. Et là, maintenant, nous travaillons plutôt sur la réglementation. C'est-à-dire qu'il va falloir assouplir certaines règles. J'en ai parlé justement à l'instant avec Wang Bui, à savoir assouplir certaines normes. Par exemple, le stockage de l'hydrogène. Il faut encore demander une autorisation pour stocker 1000 kg d'hydrogène. Enfin, vous voyez, des détails comme ça, mais il va falloir le faire aussi dans l'automobile et à différents niveaux. Donc, ça, c'est la question réglementation. Après, nous, on va continuer à légiférer. On est en train de travailler actuellement le budget 2022. Il y a beaucoup d'amendements qui concernent l'hydrogène. Hier matin, j'étais en commission avec la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. L'hydrogène a été cité 30 fois, alors qu'il y a 2 ans, 0. Il n'y avait que moi qui en parlais. Donc voilà, le changement dans la politique du gouvernement est énorme. Et là-dessus, je suis très confiant pour les avancées. Il y a donc aussi dans les territoires, parce qu'en fait, les politiques, entre guillemets, sont aperçus que c'était aussi une question d'image. Les présidents de région, les présidents de département, les maires, les communautés, les collectivités jouent le jeu parce que c'est véritablement un vecteur de verdissement. Et moi, dans ma vallée de la Dordogne, par exemple, qui est classée réserve de biosphère par l'UNESCO, mais c'est vraiment le système énergétique idéal pour garder cette image et la développer, et développer même des industries vertes. Parce que là, j'en viens à la question de la croissance. Ça me fait sourire quand on parle de décroissance. Bon, je suis d'accord pour économiser les déchets, pour ne moins consommer, pour ne pas gaspiller. Là, c'est vrai, c'est une nouvelle façon de vivre. Mais on sait très bien qu'en termes de croissance de l'énergie, elle est incontournable parce que les besoins de la France et du monde vont augmenter. Nous sommes 7 milliards d'habitants, nous serons peut-être 10 milliards dans quelques temps. Et de ce fait, Thierry Breton, d'ailleurs commissaire européen, qui revenait de Suède, qui est toujours un pays modèle sur ses avancées de civilisation, a dit, eh bien, l'électricité, la besoin en électricité vont doubler d'ici 2050. Donc, quand on me parle de décroissance, quelque part... Alors, dites donc, les besoins mais d'électricité propre, je dis bien. Propre, ils vont doubler. Et dans le même temps, on sort des hydrocarbures. Vous venez de nous dire à voilà. l'instant, nous, les parlementaires, on va continuer à travailler. Vous n'allez pas être tenté à un moment donné de mettre des taxes sur l'hydrogène? Il faudrait surveiller ça de près. Alors, il y aura... D'abord, je demande, moi, à ce qu'on arrête d'aider les énergies fossiles, les subventions. Il y a encore, alors ça c'est paradoxal, il y a encore des subventions aux énergies fossiles en France, en Europe et dans le monde. 7 milliards sur la période 2017-2019, oui. 7 milliards par an. Et 6 000 milliards dans le monde. 6 000 milliards dans le monde qui aident encore les énergies fossiles. Vous entendez bien? Avec 6 000 milliards, je peux vous dire, on peut accélérer la filière hydrogène. N'est-ce pas, Philippe? Et c'est le chimiste de formation qui parle. Peut-être que c'est ça qu'il fallait. Il fallait qu'on ait un parlementaire qui soit chimiste de formation, qui entraîne 60 autres parlementaires, députés derrière, et bientôt d'autres parlementaires du côté Sénat pour y aller. Et ce qui est formidable, c'est l'ensemble des partis qui sont favorables. L'ensemble. Il n'y a vraiment aucune opposition. Vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de séparation. Bon, très bien. Wang Bui, Monsieur Wang Bui, de votre côté, qu'est-ce que vous allez surveiller? Quels sont vos indicateurs? Comment est-ce que vous allez vérifier la soutenabilité du développement de cette filière? Alors, déjà, il y a un premier point qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même la sortie de la crise sanitaire et un enjeu vraiment de relancer notre économie. Donc, il y a un enjeu pour l'État, vraiment à engager vite les aides pour le secteur de l'hydrogène, à la fois pour investir dans l'avenir, hein, dans le cadre de France Relance et des investissements d'avenir, mais aussi pour redonner vraiment de l'énergie, des calories à nos entreprises. Donc depuis le début de l'année, on a déjà engagé 286 millions d'euros pour à peu près 1 milliard d'euros d'investissement privé.
Et d'ici début 2022, on devrait engager 2 milliards d'euros. Hein, donc c'est des sommes importantes pour investir dans l'avenir et sortir de la crise en même temps. Je pense qu'un deuxième sujet qui est important, c'est la problématique réglementaire. Hein. Donc on met beaucoup d'argent pour que les projets se fassent. Donc il ne faudrait pas que les projets soient freinés dans un second temps parce qu'il y a des réglementations qui sont mal comprises, qui ne sont pas adaptées. Donc il ne s'agit pas tant, je pense, d'alléger, mais il s'agit de faire une réglementation pertinente parce qu'on ne souhaite pas, évidemment, avoir un accident ou un mauvais exemple qui pourrait freiner, entre guillemets, la filière et qui aurait une mauvaise perception par le public. Donc il s'agit vraiment de développer vite la filière, permettre à la filière de se développer vite, mais dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc ça, c'est un enjeu important. On les a déjà définies, ces conditions de sécurité. L'hydrogène, ce n'est pas nouveau. Ça fait 100 ans qu'on travaille l'hydrogène. Il y a déjà énormément de véhicules qui circulent. Il y a 120 taxis hype et bientôt 400 ou 500 ou 600 qui circulent avec des réservoirs d'hydrogène à 700 bars de pression de fonctionnement. Tout à fait. Tout ça, on sait. On ne va pas ressortir, comme l'avait fait quelqu'un que je connais bien, l'accident du Hindenburg pour agiter le chiffon rouge. Non, le ça a sujet, été grossièrement fait il n'y a pas longtemps. Le sujet, c'est davantage en fait la diffusion de l'hydrogène, parce que l'hydrogène va rentrer dans tous les secteurs de l'économie. Donc ça veut dire que dans toutes les réglementations qui concernent l'ensemble des secteurs où l'hydrogène va être utilisé, il faut adapter à la réglementation de tous les secteurs d'utilisation. Voilà, donc ça c'est un enjeu dans les taxis, dans les génératrices d'électricité, dans les bus, dans les cars, dans les camions. Qu'est-ce qui se passe dans les établissements recevant du public quand vous allez parquer votre véhicule dans votre garage, dans votre parking souterrain. Voilà, il y a plein d'enjeux, il y a plein de sujets entre guillemets. C'est pas tant qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est vraiment adapter nos réglementations au mieux pour ne pas freiner le projet. Et puis un dernier point, je pense que l'enjeu, ce qu'a dit Philippe, c'est celui de la massification. Donc très rapidement, il faut qu'on parvienne avec le soutien de l'État, évidemment, pour faire la transition, pour parvenir à une massification qui permet vraiment de faire baisser les coûts de CAPEX et faire baisser les coûts donc, de production d'hydrogène. Merci, M. Anguy. J'étais en train de vous dire, je vous donne le mot de la fin de cette première séquence qui va s'achever maintenant. Vous êtes co-organisateur de cette édition 2021 de Evolution. Quelles vont être les grandes spécificités de ces 2 journées ? En quoi c'est différent, à part le nombre de stands, le nombre de visiteurs, dont vous avez peut-être déjà quelques infos ? Non, mais je crois qu'on est il est évident qu'on est sur la bonne voie. Il est évident que ce dynamisme, il se concrétise tous les jours. Et ici, c'en est la représentation. Je voudrais quand même revenir sur ce qui est devant nous, parce que tout à l'heure, j'ai dit ce facteur 1000, passer de 400 à 450 000 véhicules, passer de 3 MW à 6500 MW. Je crois que, au risque d'insister, je crois qu'il faut absolument qu'au niveau européen, l'électricité nucléaire soit reconnue comme une source valable pour faire de l'hydrogène bas carbone. Je crois aussi, et là on le voit très bien, c'est un débat qui occupe les politiques, c'est la question du prix de l'électricité qui pollue quand même bien les relations actuellement. Et je crois qu'il faut sortir de cette tarification actuelle. Alors ça ne va pas être une solution, peut-être par des contrats plus directs entre producteurs et consommateurs, de façon, je suis désolé, mais que ce soit le renouvelable ou que ce soit le nucléaire, le coût, c'est essentiellement du CAPEX. Vous construisez votre éolienne et après le soleil, c'est gratuit. Et vous construisez votre centrale nucléaire et l'uranium pèse peu dans le prix de revient de l'électricité. Donc, c'est complètement, illogique que ce soit lié au prix de l'énergie fossile. Donc il faut vraiment déconnecter. Donc je pense qu'il y a des solutions. Troisièmement, il vous faut du mégawattheure à combien pour faire de l'hydrogène compétitif ? 15 € du mégawattheure. Versus le prix de la rente, accès au réseau électronique clair historique à 43 en ce moment, qui va monter à 48. Là, vous me prenez à froid. Ça dépend de 36 choses. Ça dépend aussi à quel prix vous êtes prêt, vous, à acheter l'hydrogène vertueux. Tous n'ont pas besoin d'hydrogène à 1,5 € du kilo. Pour faire 1,5 € du kilo, il faut de l'électricité à 15-20 € du mégawattheure.
Mais tous n'ont pas... 15,5 € du kilo, c'est l'hydrogène gris, parfois pour le fromage qu'on connaît aujourd'hui. Sur l'hydrogène vert, on est plutôt autour de 4, 5, 6. On est entre 4 et 6. Entre 4 et 6. Ce sur quoi j'insiste aussi, c'est qu'on est tous l'arme au pied. On attend vraiment les mécanismes de soutien. Donc ça va sortir du côté français, la DGEC va le sortir d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'ils sont en train de... L'encre est en train de sécher. Et du côté européen, on attend également, il y a un certain nombre de projets. Ça montre aussi la vigueur au niveau français, mais au niveau européen. Il y a 120 projets qui ont été pré-notifiés à Bruxelles dans le cadre de ce projet important d'intérêt européen commun. 15 projets, 120 projets au niveau européen issus de 18 États membres. À Bruxelles, ils sont complètement sous l'eau. Donc ça va prendre un peu de temps, mais on espère que d'ici la fin de l'année, une décision sera prise. Et par conséquent, les États pourront aider leurs champions. Et par conséquent, les investissements pourront se faire. Donc vous sentez que tout le monde piaffe. Et on attend ça. Quatrièmement, il faut absolument développer les infrastructures de distribution. Je crois que si on voulait un grand projet, à une époque, on a parlé du plan d'équipement nucléaire. Là, si on couvrait la France, il n'y a pas besoin de 10 000 stations. Entre 1000 et 1700 stations de recharge, on couvre très bien le territoire et on donne un confort à l'utilisateur. Et l'utilisateur, c'est qui? Ce sont les flottes captives, ce sont les municipalités avec leur réseau de bus, ce sont les centres logistiques. Donc on sait les positionner. Il faut vraiment faire un grand projet infrastructure de recharge en hydrogène. Et puis, à plus long terme, mais ça, certains y travaillent déjà, une infrastructure de transport de l'hydrogène entre les 7 bassins dont je parlais, pour aussi se connecter au réseau international, au réseau allemand, au réseau espagnol. Et dernier point, tout ça ne se fera pas chacun dans son coin. Donc il faut de la coopération. On en parlait hier avec monsieur l'ambassadeur du Danemark, là, qui est là au premier rang. Des coopérations doivent se nouer entre les acteurs au niveau français, mais aussi entre les acteurs au niveau international, entre la France et le Danemark, entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Grande-Bretagne, pour trouver toutes ces compétences et faire plus vite. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci Philippe Boucly, merci monsieur le parlementaire, merci monsieur le représentant du Premier ministre à cette table ronde.